Bonjour, je suis très en retard sur les échéances que j'avais prévues et j'en suis vraiment désolé. Mon retard a eu des motifs personnels, mais il a aussi d'autres raisons qui sont plus en rapport avec cette série de vidéos. La première, c'est une question de didactique. J'ai hésité très très longtemps sur l'ordre dans lequel présenter les vidéos suivantes et donc ça impactait les vidéos elles-mêmes et les animations que je réalise. La deuxième était technique, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de difficultés à bien utiliser le logiciel pour réaliser les animations dont j'avais besoin. Je pense que je suis maintenant un peu sorti de ces ronces et qu'on va pouvoir progresser. Dans un premier temps, on va prendre le temps de revenir plus en détail sur le cœur du mystère qu'on a abordé dans la dernière vidéo. Et c'est seulement ensuite, dans une autre vidéo, et contrairement à ce que j'avais prévu à l'origine, qu'on va aborder le problème de la synchronisation des horloges. Je reprends maintenant l'exemple de la dernière fois. En me plaçant dans le référentiel de l'observateur qui est placé sur le bord de la route. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que pour le moment, je vais m'occuper uniquement de ce que voit et mesure l'observateur qui est au bord de la route. Et cela sans faire la moindre hypothèse sur ce que pourrait voir et mesurer le conducteur de la voiture. L'observateur sur le bord de la route voit la voiture se déplacer vers la droite à la vitesse, il faut bien le dire assez hallucinante, de 299 792 457 mètres par seconde. Et il voit la lumière des phares se déplacer vers la droite à la vitesse normale de la lumière, à savoir 299 792 458 mètres par seconde. Mais du coup, il voit dans son référentiel la lumière s'éloigner de la voiture à seulement 1 mètre par seconde. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec ce qu'on a dit de l'invariance de la vitesse de la lumière? La réponse est non, parce qu'on a dit qu'on se préoccupait uniquement de ce que mesurait l'observateur au bord de la route. Il voit la lumière se déplacer à la vitesse normale de la lumière, et rien ne lui interdit d'en déduire, par un calcul simple, que dans son référentiel, la lumière s'éloigne de la voiture à seulement 1 mètre par seconde. Ça n'est pas du tout interdit par la théorie de la relativité. Là où il commettrait une erreur grave, ce serait s'il en déduisait que le conducteur mesure la même chose que lui. En effet, pour le conducteur, la lumière doit s'éloigner de lui, non pas à 1 mètre par seconde, mais bien à la vitesse normale de la lumière. Alors comment expliquer ce paradoxe? Eh bien c'est là tout l'enjeu de la théorie de la relativité et ça va nous obliger à remettre en question certaines de nos intuitions. Mais pour commencer, demandons-nous maintenant pourquoi on n'observe jamais ce genre de phénomène dans notre vie courante, ce qui fait qu'on n'en a absolument aucune connaissance intuitive. Est-ce qu'on n'a jamais vu une voiture aller aussi vite? Et est-ce qu'on pourrait en voir une un jour? Alors faisons un calcul simple. 299 792 457 mètres par seconde, ça fait 299 792 km par seconde, ou un peu plus. Autant dire presque 300 000 km par seconde. Puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, ça fait un peu plus d'1 milliard de km/h. Alors, à quelle vitesse se déplace la Terre autour du Soleil, par exemple? À peu près 30 km par seconde. La sonde spatiale Parker, qui a atteint récemment la plus grande vitesse jamais atteinte par un objet fabriqué par l'homme, s'est déplacée à 140 km par seconde. C'est quand même 532 000 km/h. C'est énorme, mais c'est encore 2000 fois moins que notre voiture bleue. Le Soleil, lui, tourne autour du centre de la galaxie à 230 km par seconde. C'est 2 fois moins que la vitesse à laquelle notre galaxie se rapproche de celle d'Andromède. Mais donc, même aux vitesses astronomiques, on est encore très loin des vitesses
à laquelle les effets de la relativité pourraient devenir sensibles à l'échelle humaine. Pour reprendre un dernier exemple, ces effets deviennent mesurables avec certains satellites, comme ceux de nos GPS. Mais ils le sont mesurables à condition d'utiliser des horloges incroyablement précises. En effet, à ces vitesses-là, l'effet de la relativité sur les horloges est seulement de 3 secondes par siècle. De nouveau, prenons notre temps et regardons ces choses d'un peu plus près avec ce graphique. Il représente, pour le dire vite, l'importance des effets relativistes, ce qu'on va appeler le facteur de Lorentz. On voit donc que, même à la vitesse de la sonde spatiale Parker, qui n'est qu'un 2 millième de la vitesse de la lumière, donc ici, l'effet est tout à fait négligeable, à moins bien sûr de disposer de ces horloges incroyablement précises dont on a parlé tout à l'heure. Le facteur de multiplication est de 1. Quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Et donc ça signifie qu'une seconde reste une seconde. Même si on trouvait le moyen de lancer une fusée à la vitesse folle d'un dixième de la vitesse de la lumière, l'effet serait encore négligeable. Ce n'est en fait qu'au-delà de 80% de la vitesse de la lumière que l'effet devient véritablement important. On voit ici qu'il est d'un facteur 2. Alors personne ne pourra jamais accélérer suffisamment une voiture ou une fusée pour atteindre des vitesses pareilles. Ça demanderait beaucoup trop d'énergie. En revanche, pour des objets microscopiques, comme des noyaux d'atomes, dans des accélérateurs de particules, des vitesses de cet ordre-là sont tout à fait banales. Les phénomènes dont on parle ici ne sont donc tout simplement pas à notre échelle. Nous sommes beaucoup trop gros et beaucoup trop lourds pour en avoir une expérience sensorielle. Et c'est pour ça qu'il nous semble tellement contre-intuitif. Et vous avez donc compris que ce que nous représentons ici, ça n'est qu'une expérience de pensée. Dans la réalité, il faudrait remplacer la voiture par un atome et le rayon des phares par un photon. Autrement dit, une toute petite quantité de lumière émise par cet atome. J'avais déjà un peu dit tout ça dans les vidéos précédentes, mais à la réflexion, je crois qu'il était vraiment indispensable de le rappeler ici avant d'aller plus loin. Alors maintenant, comment est-il possible qu'au niveau de la voiture, la lumière s'éloigne du conducteur à la vitesse normale de la lumière et non pas à 1 mètre par seconde? Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Une vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Or, rien ne nous dit que l'observateur mesure les distances et les durées de la même manière que le conducteur. Toute l'explication du mystère tient dans cette remarque, aussi contre-intuitive qu'elle puisse paraître. La mesure des distances et celle des durées sont relatives, d'où le nom de théorie de la relativité. Les distances et les durées dépendent de celui qui les mesure. Imaginons que là où nous mesurons une distance d'1 mètre, le conducteur, lui, mesure 299 792 458 mètres. Du coup, quand nous mesurons que la lumière s'est éloignée de lui d'1 mètre, eh bien lui, avec ses mesures de distance à lui, il mesurera qu'elle s'est éloignée de lui de 299 792 458 mètres. La vitesse de la lumière sera la bonne pour lui comme pour nous. Mais il y a une autre possibilité. Ce serait que ce soit la montre de notre conducteur qui aille à des millions de fois moins vite que la nôtre. Quand nous mesurons que la lumière s'est éloignée de lui pendant 1 seconde, il mesure, lui, qu'elle ne s'est éloignée de lui que pendant une fraction de millionième de seconde. Et du coup, au bout d'une de ces secondes à lui, c'est-à-dire 10 ans plus tard pour nous, il mesurerait que la lumière s'est éloignée de lui à la vitesse normale de la lumière. Alors, laquelle de ces deux possibilités est la bonne? Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est une combinaison de ces deux possibilités. Comme on le verra bientôt,
on ne peut pas modifier la mesure des durées sans modifier aussi celle des distances et réciproquement. Les durées qui sont mesurées par le conducteur sont plus courtes que les nôtres. Et donc nous, à l'inverse, on a l'impression que son horloge a ralenti. En contrepartie, les distances qu'il va mesurer seront plus longues que les nôtres. Et donc nous, de notre point de vue, ce sont ces distances à lui qui auront été raccourcies. C'est la conjonction de ces deux phénomènes qui explique le paradoxe. Mais attendez un peu, vous allez me dire. On a dit qu'il faut respecter aussi le vieux principe de la relativité galiléenne. Or, du point de vue du conducteur, c'est nous qui nous déplaçons. Si on a l'impression que ces distances sont plus grandes que les nôtres, il devrait avoir l'impression que c'est les nôtres qui sont plus grandes que les siennes. Et du coup, lesquelles des deux sont les plus grandes? Il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, chacun dira bien que ce sont les distances de l'autre qui ont augmenté par rapport aux siennes. Ça aussi, c'est totalement contre-intuitif, mais on verra tout à l'heure que c'est tout à fait possible. Simplement, pour résoudre ce nouveau paradoxe apparent, on va devoir étudier en détail, très soigneusement, une autre question, dont on parle moins souvent alors qu'elle est vraiment au cœur de notre sujet, à savoir la question de la synchronisation des horloges. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Einstein, à l'époque où il a produit la théorie de la relativité, travaillait aussi sur ce sujet-là pour des raisons historiques et industrielles. Et c'est ce qu'on va commencer à faire dans la prochaine vidéo.